Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne de Lutrit David Pereiro. Alors aujourd'hui nous allons étudier une petite guitare de chez Ibanez qui est une Ibanez SA120. Donc qui était il y a encore quelques années, on était plutôt dans de l'entrée de gamme. Mais franchement elles sont quand même supérieures et mieux finies que les GIO qu'on trouve à l'heure actuelle. C'est une guitare qui ne coûte vraiment pas cher en occasion. J'ai regardé l'Argus et j'en ai déjà acheté et vendu quelques-unes, c'est à peu près entre 150 et 200 euros. Particularité, on a un SAT Pro dessus, c'est un chevalet vibrato assez particulier. Donc j'ai fait une vidéo complète dessus pour que vous compreniez son intérêt ou son inconvénient. Si vous l'achetez en occasion, il manquera souvent la petite vis au niveau du mi aigu, soyez pas surpris, c'est de par sa conception. Donc là par exemple on a le SAT 2 Pro, ça change surtout au niveau des pontées. Les 6 vis pour pouvoir régler l'intonation, les 12 vis au-dessus, donc 2 de chaque pontée pour régler par rapport au radius, et les 6 vis de blocage des pontées qui sont situées en dessous. Ça permet d'enlever le jeu en fait qu'il y a au niveau des pontées. Donc si vous commencez à être un aficionado du vibrato et que vous avez des petits bruits parasites parce que le ponté vibre légèrement, avec cela est bien réglé, il n'y a aucun problème. Donc sur la guitare, on trouve deux micros double bobinage avec un sélecteur 5 positions. Aussi, on le voit souvent chez Ibanez, les RG c'est pareil. Les positions intermédiaires, ça split les micros et ça donc les passe en simple bobinage. On a un volume, une tonalité. Donc une bonne petite guitare, on me l'a amenée en l'occurrence parce que ça a été suite à un achat pour une vérification complète et pour l'accorder un demi-ton en dessous. Parce que la personne va s'en servir de deuxième guitare. Donc on va effectuer quelques travaux et une vérification complète de l'instrument. Donc au dos de l'instrument, on a les mécaniques et surtout on a le numéro de série. On voit une SA120 fabriquée en Indonésie. On a le compartiment électronique qu'on démontrera pour vérifier et on a la plaque qui cache les ressorts. Donc particularité de chez Ibanez aussi ces ouvertures, ça permet tout simplement de pouvoir régler la tension des ressorts et donc le vibrato comme vous pourrez le retrouver dans le livre sans avoir à tout démonter. Donc maintenant, souvent on peut poser la question, l'estimation de la guitare par rapport à son année. Donc son année, on sait qu'on a une SA120. Les SA120, elles ont été de 2004 à 2010. C'est une indonésienne, donc fabriquée en Indonésie, elles n'ont été fabriquées que de 2006 à 2010. Elle a un SAT Pro et le SAT Pro n'a été mis que de 2006 à 2007. Donc on peut déjà venir se dire que on a une plage quand même qui est très réduite. Et que cette guitare, sans aller chercher les numéros de série, rien qu'avec le SAT, les micro-double bobinage et le fait qu'elle soit fabriquée en Indonésie, elle date entre 2006 et 2007. On peut essayer d'aller voir les numéros de série, mais des fois, voilà, il faut quand même regarder le détail pour savoir quand est-ce qu'elles ont été fabriquées. Et il est intéressant aussi de faire une recherche sur les modèles qu'on a à l'atelier. Donc, on va effectuer la vérification complète. On voit déjà rien que du dessus, il manque déjà le bouton du sélecteur. Alors, ça peut vous sembler anodin, mais c'est à prendre en compte. On va regarder ensuite l'arrière. On va commencer au niveau des mécaniques. Donc, moi, j'aime bien commencer par la tête, mais d'autres préféreront commencer par le corps. L'important, c'est vraiment de tout regarder. Donc, est-ce qu'il y a du jeu au niveau des mécaniques? Est-ce qu'il faut changer des rondelles en nylon, comme on peut voir quand même sur beaucoup de modèles? Pourquoi? Parce que les têtes de mécanique, les boutons, en fait, sont vissés, mais il y a une rondelle souvent en acier et une seconde en nylon qui permet d'éviter le jeu. Ici, on voit par exemple que la rondelle en nylon a totalement disparu. Ce n'est pas le cas sur notre modèle, donc il n'y a pas besoin de revenir au niveau des mécaniques. On leur fera une vérification du serrage. Ensuite, on va vérifier à l'arrière. S'il y a des vis, il faudra vérifier aussi leur serrage. Ici, c'est un montage spécial parce qu'il y a des ergots. Donc il y a deux trous qui sont faits dans le manche pour pouvoir placer ces ergots. Il n'y a rien à revisser à l'arrière, ça fait moins de boulot. On va continuer à regarder au niveau du corps. Donc il va falloir faire les tests électroniques. Donc est-ce que l'électronique fonctionne bien? Est-ce qu'on a un bruit de fond, des petits crachouillis, des ceci, des cela? On en profite pour s'accorder. On s'accorde et on va vérifier un peu tout ça. Déjà, est-ce qu'il y a du son? Donc, comme je vous l'ai dit dans le livre, la fameuse prise jack. Est-ce qu'il y a un problème particulier au niveau d'un potentiomètre? Est-ce qu'on peut l'accorder et qu'en s'accordant, il ne va pas y avoir de soucis non plus? Donc, directement, moi, je mets la cale pour mettre le vibrato en bonne position. Je vais m'accorder doucement en écoutant au fur et à mesure.
Et une fois accordé, on va pouvoir réellement commencer tous les essais. Alors, c'est toujours important sur certains modèles de faire tous ces essais avant. Là, en l'occurrence, on peut avoir accès au compartiment électronique. Mais si vous prenez par exemple une Stratocaster ou une copie de Stratocaster, il y a la plaque de contrôle qui est mise, il faut redémonter toutes les cordes. On en profite aussi pour vérifier un peu, tant qu'on s'accorde et qu'on fait les essais sons, s'il n'y a pas une frette qui dépasse. Alors une frette qui dépasse, on voit quand même ça souvent aussi sur les GIO. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est assez rare sur ce genre de modèle, mais ça serait un peu dommage de fournir une guitare et que la personne qui veut, je ne sais pas, jouer à la 2e frette soit à la 13e. Donc on s'est accordé, on a tout... On fait les vérifications primaires, on peut tout démonter et tout mettre de côté pour pouvoir travailler. Donc maintenant, on va pouvoir vérifier, prendre toutes les mesures pour l'action, à combien aller par rapport à ce qu'on voudra obtenir, et on saura ainsi quoi corriger. On va aussi regarder tout ce qui est relief de manche et tout ce qu'on doit corriger. Donc le relief de manche, on met un capodastre à la première case, on frette en dernier ou à la jonction caisse-manche et on va regarder le creux. On peut le regarder déjà visuellement. Ça, il faut décider qu'est-ce qu'on va vouloir mettre comme creux par rapport à son type de jeu. Tout sera expliqué dans le livre, ne vous inquiétez pas. On note comme ça, par la suite, on sait. Parce que si le manche est démonté, on pourra le serrer ou le desserrer au besoin déjà en prévision. Ça dépendra donc quand même aussi du type de corde que l'on va monter. On mesure l'action et on regarde par rapport à ce qu'on veut. Là-dessus, on a des inserts, ça on l'a vu dans l'autre vidéo, on pourra corriger au choix et au besoin, mais il faut quand même le savoir, c'est assez important. Ensuite, on va regarder donc l'état général, est-ce qu'il y a les vis, est-ce qu'on peut les démonter et est-ce qu'il y a autre chose à faire. On a pris toutes les mesures, on a tout noté, on va pouvoir commencer un peu le démontage et notre plus gros travail, en fait, c'est juste à ce niveau parce que elle a eu un petit accident et il y a un gros morceau, grosse écaille qui s'est faite. Donc au niveau du scié de tête, de la même manière, on le vérifie tout simplement avant. Est-ce qu'il va aussi falloir le corriger? Alors, c'est particulier l'action de la première frette parce qu'elle va dépendre aussi de l'action que l'on a mis à la 12e case. La mesure se fait simplement, on regarde, mais avant, il faut regarder l'état général du scié, bien entendu. Donc là, on prend les mesures. En l'occurrence, j'étais pas très loin de l'action que le client désire. Je peux vérifier quand même assez directement. Je suis bon, je n'ai pas besoin de travailler sur le scié, il n'y a vraiment aucun souci, on va pouvoir s'attaquer au démontage des cordes. Donc le démontage s'effectue comme sur une Stratocaster ou une copie de Stratocaster, on va sortir les cordes par le dessous, toujours donc on démonte une corde, on sort la corde et ensuite on attaque la seconde, on ne va pas dévisser les 6 dans la foulée, on va se servir soit de la main, soit d'un enrouleur de corde, donc on commence à dévisser, on tient toujours la corde pour éviter qu'elle abîme le reste de l'instrument. Donc l'enrouleur, la main, ça dépend de quoi vous êtes équipé. Un enrouleur n'est pas quelque chose d'obligatoire. Vous faites bien attention à regarder donc s'il y a des nœuds qui ont été faits. On arrive, on coupe la corde en laissant vraiment quelques centimètres pour pouvoir la prendre en main. Pourquoi? Comme ça évite d'avoir à sortir toute la corde et surtout le bout qui est toujours un peu enroulé autour de la mécanique. Donc on le coupe. On évacue, on prend le morceau, on pousse légèrement pour pouvoir la sortir, on retourne l'instrument et on va tout simplement récupérer le fameux 2 cordes restant. On va faire ça sur les 6. Alors vous pouvez pré-dévisser les 6 mais pas entièrement. Personnellement, pour aller plus vite, suivant le cas, je la monte, mon enrouleur de cordes sur une visseuse, mais c'est toujours la même opération. On peut les pré-dévisser, on finit, on les dévisse complètement, on sort. Des fois, il y a des boucles qui sont un peu récalcitrantes, on va couper plusieurs fois la corde. Et voilà, dans l'absolu, ne démontez pas les 6 cordes pour les sortir, vous risquez de rayer votre instrument. Donc une fois fait, on va pouvoir commencer un peu à s'occuper du manche. Le manche, par contre, je n'aime pas pour visser ou pour dévisser me servir d'une visseuse, mais il faut toujours le même principe. On pré-dévisse d'un tour chaque vis.
Ensuite, on le refait une deuxième fois suivant le cas, avant de dévisser complètement. Alors, les manches, les vintage, par contre, il faudra faire très attention parce que parfois, il y a le vernis qui était mal séché, qui colle au corps de l'instrument ou le contraire. Donc, on dévisse les vis tranquillement et quand on va sortir le manche, on va bien vérifier de ne rien arracher. Ça, c'est très important. On regarde bien, on fait bien le tour, on essaye de le sortir. Doucement, on l'a sorti, on n'a rien cassé. Alors, sur certains modèles, voilà, il faut quand même faire attention et donner un petit coup de lame. C'est particularité de chaque modèle. On sort ici donc les rondelles qu'on appelle vulgairement des férules de manche. Celles qui tombent, elles tombent, on les garde de côté. Ici, en l'occurrence, il y en a deux qui sont restées. Est-ce qu'on c'est juste sous pression ou est-ce que c'est à cause de la peinture qui a séché? Les deux cas de figure existent, ce n'est pas la peine de les démonter, on les bloque avec du ruban adhésif et ça sera parfait. Toutes les vis, les férules, les rondelles toujours, on les met dans des petites boîtes en plastique, il faut vraiment prendre l'habitude. On va en profiter pour démonter la plaque qui couvre les ressorts, puisque le manche, on va entièrement le nettoyer et lui, on va les laisser de côté. Donc on dévisse notre accès au ressort parce que on va démonter tout simplement le vibrato et pour le démonter il faudra nettoyer les ressorts. On nettoiera cette plaque séparément. On voit déjà quand même qu'il est bien vissé donc il y a des chances qu'on soit obligé de remettre des ressorts ou les changer. On voit qu'il y a une plaque de blocage donc pour les ressorts qu'il va falloir aussi dévisser pour pouvoir sortir tout simplement ces ressorts. Et on a aussi le compartiment électronique. On n'a pas repéré de problème particulier lors des essais son, mais bon, tant qu'on y est, on fait une petite inspection. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne suis pas fan de mettre, on va dire, en préventif du nettoyant ou de passer un petit coup de soufflette. Là, il n'y avait pas de poussière, j'ai pas de bruit, je remonte, c'est terminé. Lors du nettoyage final, on nettoiera aussi cet élément plastique. Donc n'oubliez pas, tout dans des boîtes, c'est très important d'être organisé. Si vous commencez à laisser toutes les vis traîner et tous les outils traîner au fur et à mesure, vous risquez d'abîmer la guitare, mais vous risquez aussi de perdre des vis. On va commencer à regarder assez rapidement donc cet éclat. Est-ce que c'est juste de la peinture? L'ancien propriétaire a mis du ruban adhésif. Heureusement, c'est du ruban adhésif de dessin. Au moins, on ne va pas le perdre ni tout abîmer. On fait attention quand on enlève le ruban adhésif parce qu'il y a certainement des endroits où il y a peut-être du bois, mais juste de la peinture. Donc, on ne va pas se créer une réparation supplémentaire. Et je le rappelle aussi, chaque réparation est différente. Tout cela, c'est donné à titre d'indication. Il faut vraiment calculer à chaque fois ce qu'on va faire. C'est là d'ailleurs la merveille de faire de la réparation. Donc l'écaille, on voit qu'on est moitié peinture, moitié bois. Il faut essayer de retrouver sa place. Donc il faut limite faire un travail de détective à venir se dire comment elle a été arrachée, quel a été l'impact, quel a été le coup. Est-ce que je vais pouvoir la recoller? Parce que mieux j'arriverai à la recoller, moins j'aurai de travail par la suite. Donc cette écaille, elle est faite, on a tout repéré. On va se démonter le SAT Pro, puisque de toute façon, il faut entièrement le nettoyer, entièrement le dévisser. Donc comment on opère? On opère tout simplement par l'arrière. On pose la guitare sur des supports pour pas abîmer le dessus. On va démonter la plaque donc de rétention des ressorts. En premier lieu, on va dévisser. Donc on dévisse pour détendre les ressorts complètement. On fait très attention à ce fil de masse. Et on a souvent tendance à l'arracher, mais si vous commencez à arracher ce fil de masse donc qui met à la masse le chevalet et donc les cordes, ça risque de vous faire des bruits parasites. Alors on n'hésite pas, quand on dévisse, on essaye vraiment d'avoir des ressorts assez lâches, puisque ça sera beaucoup plus facile à démonter, et faites surtout attention, ne les démontez pas directement au risque d'en prendre un en pleine tête. On va démonter donc la plaque. Alors là comme l'autre, c'est toujours des tournevis Philips. Pas des Posidrive parce que ça a l'air d'être les mêmes embouts, mais c'est pas du tout la même chose. Toujours le même principe. On commence à dévisser légèrement une, on dévisse la seconde, etc. Et comme d'habitude, cette petite plaque et ses vis, on va les mettre dans une boîte en plastique pour pas les perdre. On met l'ensemble dedans et on peut démonter nos trois ressorts. Et comme on le voit, comme on a bien détendu, il n'y a vraiment aucun problème. Ensuite, on va retourner l'instrument en tenant bien le chevalet pour éviter qu'il tombe et donc qu'il risque de rayer. On l'enlève délicatement, on va entièrement le nettoyer. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne.
et on va commencer à démonter les goujons. Alors les goujons normalement se dévissent assez facilement. Maintenant la guitare, comme on voit l'état général, a quand même semblé traîner un peu dans une housse, dans un placard pendant très longtemps. On prend la clé adaptée, c'est de l'ibanaise, c'est du métrique. Si ça force, on prend les précautions nécessaires, c'est-à-dire qu'on ne va jamais, en exagérant, aller prendre un bras de levier pour essayer d'avoir plus de force. Il faut mieux toujours donner des petits à-coups, et ça on le verra juste après. La première vis, aucun problème, on voit qu'elle se dévisserait presque à la main. Il faut vraiment un petit coup de clé. La deuxième, elle force un peu. Je ne vais surtout pas m'amuser à forcer au fur et à mesure. Je vais mettre des petits à-coups. Ensuite, on pourra faire le nettoyage des vis et passage à l'huile et il n'y aura pas de problème. Vous voyez là tous les petits à-coups que je mets pour faciliter le démontage. Maintenant, on va s'occuper de la réparation principale qui est ce gros éclat de peinture. On va nettoyer déjà au pinceau et vraiment, voilà, est-ce que je vais réussir à retrouver sa place ou est-ce que ça n'ira pas? J'ai passé quand même un peu de temps, là c'est en accéléré, pour retrouver la place. Je sais que je peux, j'ai préparé tout mon matériel. Je vais mettre de la colle vinylique des deux côtés et je vais serrer l'ensemble. Et comme on voit, je ne dispose pas donc cet éclat n'importe comment. J'ai vraiment regardé dans quel sens je pouvais le rentrer et le mettre. L'éclat est mis en place, je commence à mettre 2 morceaux de ruban adhésif afin de bien le bloquer, pour ne pas non plus qu'il bouge pendant le serrage. 2 petites cales assez flexibles, parce que autant on est plat d'un côté mais on est arrondi de l'autre, or il nous faut un bon serrage. Comme vous pouvez le voir sur les cales, elles sont protégées. Même si c'est du bois, on n'est pas là pour rayer la peinture. On regarde exactement pour que la cale soit juste au-dessus de cet éclat et on bloque la cale, surtout celle du dessus. Celle du dessous, ce n'est pas la peine. Pour la simple et bonne raison, c'est que il n'y a pas cette fameuse écaille. On met 2 serre-joints, vous pouvez remarquer à quel point je vais vite, et on va laisser sécher ça environ 24 heures. On nettoie tous les outils. On donne aussi un petit coup d'eau sur toute la colle qui dépasse. C'est autant de choses qu'il n'y aura pas à nettoyer par la suite. Et on va laisser reposer ça tranquillement. Et soyez rassurés, il y a du boulot un peu sur le reste. N'hésitez pas à laisser sécher la colle plus longtemps que prévu. Ça ne pose aucun problème. Donc on va s'attaquer aux manches, donc le revissage des mécaniques, mais le nettoyage aussi intégral de la touche. La touche, vous avez l'habitude, je ne vais pas vous en dire plus. On va regarder aussi l'accès à la tige de réglage, donc c'est tout simplement protégé par une petite plaque en plastique. Toujours cette plaque et les vis, qu'est-ce qu'on fait ? On les met dans une petite boîte. On regarde en bout si on peut faire quelque chose. Ici, en l'occurrence, on ne va rien pouvoir faire car il s'agit d'une tige de réglage double action. Donc, on ne va pas pouvoir y mettre un peu de lubrifiant, rien. Donc, la tige de réglage double action, elle, par contre, va travailler dans les deux sens, que ce soit en concave ou en convexe. N'a pas besoin de la force des cordes pour creuser le manche. C'est un choix. C'est un choix que je n'apprécie absolument pas. Je n'aime pas les tiges de réglage double action car justement on ne peut rien faire. C'est un ensemble qui est fini. Vous dévissez, ça va creuser le manche. Vous vissez, ça va bomber le manche. On ne peut pas dévisser l'écrou. On ne peut pas mettre un peu d'huile sur le filetage si on sent une résistance comme on a pu le voir par exemple sur la vidéo sur la Framus. Voilà, moi on ne peut rien faire. Or il y a certaines guitares vintage qu'on arrive toujours plus ou moins à dépanner. Là en l'occurrence il y a le moindre souci, on démonte la touche et on change la tige de réglage. Ça fait quand même énormément de frais. Alors est-ce qu'il y a des avantages à avoir une tige de réglage double action? Si on a vraiment besoin d'un creux important, et ce quel que soit on va dire le tirant de corduit, la réalité c'est que surtout il s'agit de faire une simple rainure droite pour pouvoir mettre en place la tige double action. C'est pas le cas avec une tige de réglage standard. Donc moi les doubles actions, je n'aime pas. En attendant, il faut quand même qu'on continue. Donc on va resserrer déjà et vérifier le serrage de toutes les mécaniques. Parfois elles sont bien dévissées, parfois moyennement. On ne va pas non plus serrer quand même à l'âne. Là j'ai l'impression que je force, mais bon, je force très peu. Ensuite, le nettoyage de la touche. Il y a des vidéos complètes qui sont faites dessus. On met en place le vinaigre. Pendant ce temps-là, on fait autre chose. Après, on va le nettoyer complètement et on protège les frettes. On les passe au mirror.
Vous avez l'habitude, l'huile, le ci, le ça. Vous retrouverez toutes les indications dans le livre lorsqu'il sortira. Que choisir, comment choisir, pourquoi, quel est le type d'huile qu'on peut mettre, pourquoi certaines sont bien et pourquoi, qu'est-ce que je peux conseiller surtout comme huile. Mais le principe en tout cas des frettes, lui, ne change pas. On doit enlever de l'oxydation, pas d'abrasif s'il vous plaît, ça ne sert à rien. Paille de fer, laine d'acier, tout ça, non. On va s'occuper ensuite donc de notre fameux SAT Pro. La vidéo, comme je l'ai déjà dit, est complète et explique l'ensemble. Le nettoyage, miroir, brosse à dents, vinaigre, dégraissage, remontage avec de l'huile à chaque fois. On n'hésite jamais à mettre de la petite huile de vaseline, donc l'huile pour petite mécanique. Ça marche très bien et ça tient le coup. De la graisse, on en met à certains endroits, mais pas à d'autres. Alors, sachez aussi que démonter un vibrato, c'est une opération qui est longue, mais qui se fait bien avec l'habitude tant qu'on repère. Donc, 24 heures se sont écoulées, on peut vérifier notre collage. Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que je l'ai mis complètement de travers? Est-ce que j'ai bien pris tout en compte? Et je regarde, je découvre, c'est Noël, c'est le cadeau, et il n'y a pas de problème. On nettoie l'excédent de scotch et un peu aussi l'excédent de colle avec du vinaigre, sachant que le vinaigre est un très bon nettoyant pour la colle vinylique. Il n'y a pas énormément d'argent pour cette réparation, donc non, je ne vais pas faire de raccord de peinture, je ne vais rien faire d'autre, on est au minimum. Par contre, il reste quand même une crevasse juste au niveau de la déchirure. Et bien cette crevasse, on va tout simplement utiliser une colle cyanoacrylate. Donc dans le grand commerce, on la trouvera sous l'appellation Glu 3. Vous pouvez l'utiliser en gel ou en liquide. Personnellement, je préfère la liquide pour ce type de réparation. On va en mettre un tout petit peu, on va laisser sécher, on va en remettre jusqu'à faire une légère bosse. Donc franchement, ça marche très bien pour réparer. Vous avez aussi des accélérateurs de prise, mais voilà, il faut la laisser sécher, sinon un minimum. Pendant ce temps-là, on va commencer à s'occuper du SAT. Donc on reprend nos clés-six-pans, on va prendre de l'huile et on a bien nettoyé les vis. Donc petit coup de brosse laiton, je n'aime pas les brosses métalliques. Petit coup de brosse laiton si c'est rouillé. Ensuite on met de l'huile, on remet les inserts en place. Les inserts, pour bien faire, il faut repérer leur hauteur. Donc lors du démontage et par rapport à l'action que l'on veut, il faut en prendre soin de ces vis. Ensuite, on a fait notre petit raccord de cyano. On n'a pas fait de raccord de peinture et pas de vrai raccord, on ne va pas refaire un vernis complet. C'est le balai du ponçage, on augmente en grain au fur et à mesure. Là j'ai augmenté avec un 320, ensuite je suis passé à un 800. Je vais monter à peu près jusqu'à 1500, mais à chaque fois, voilà. Là où il faut un papier à l'eau, on va humidifier. On ponce, on ponce, on ponce, on ponce de plus en plus fin. Ce n'est pas une eau complète, il n'y a pas non plus besoin de monter jusqu'à des grains infinis. C'est vraiment juste pour faire propre parce que je n'aurais jamais laissé une réparation avec une crevasse. Donc on va pouvoir ensuite poncer un tout petit peu plus. Là on est déjà à un grain de souvenir. Je me suis servi d'un 4000 ou d'un 3000. Et ensuite on va faire un léger petit polissage. Donc le léger petit polissage, c'est pas non plus la peine de sortir un énorme touré. On monte un petit touré de polissage sur une perceuse. Des pâtes à polir qui sont adaptées. Donc ça aussi j'en ai parlé dans le livre pour des micro-réparations. Ça se fait tout simplement en 4 opérations. On met le polish un tout petit peu, on polit avec le béret, on passe au second, au troisième et au quatrième pour la finition. On voit là qu'on voit quand même des restes de bois. Si par contre il y avait eu un peu plus d'argent, j'aurais pu faire vraiment le raccord de peinture et ça ne se serait pratiquement pas vu. Là on est sur une réparation low cost pour la simple et bonne raison, c'est que oui, ce n'est pas une guitare qui coûte très cher, il n'y avait pas non plus énormément d'argent à mettre dedans, mais en tout cas je préfère la livrer ainsi et si vous touchez, vous ne sentirez aucune aspérité et au moins on ne risque pas de s'arracher par la suite. Donc tout ça prend aussi du temps, tout ça coûte de l'argent. Il faut bien comprendre que on n'a pas non plus un travail des plus évidents et comme vous voyez, la moindre petite réparation, c'est très long. Ensuite, on a calculé qu'il nous fallait une petite cale sur le manche pour être optimum. Ça, je vais vous expliquer comment la calculer et comment la mettre en place dans le livre que vous allez, j'espère, bientôt retrouver. On va commencer à mettre de la graisse. Alors, c'est un vibrato qui est flottant. Il a des couteaux. C'est comme un Floyd Rose. L'usure la plus importante, c'est au niveau de ces couteaux. Alors, vous allez me dire, ce sont des pièces d'usure, il faut le changer, mais il faut en prendre soin.
Donc pour en prendre soin, on met de la graisse. J'ai choisi personnellement une graisse au graphite. Je la mets au niveau des couteaux, c'est la même que je mets au niveau des sciés. Voilà, vraiment en prendre le plus grand soin possible. Alors, pendant que vous jouez, vous êtes un taré du vibrato, vous bouffez des couteaux tous les 5 minutes. Moi, ça ne me pose pas de problème. Personnellement, je suis réparateur et je suis régleur. Je ne suis pas là pour abîmer l'instrument. Ensuite, on va faire la sélection des cordes. Pourquoi? Je l'ai dit au début de la vidéo, cette guitare va être accordée un demi-ton en dessous. On va donc déjà savoir quel est notre diapason. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On mesure jusqu'à la 12e fret, qui est la moitié parce que c'est l'octave. On va multiplier cette longueur par 2, on arrive à 648 mm. Si on la ramène en pouces, on s'aperçoit qu'on est sur un diapason Fender. Diapason Fender, normalement, on va dire pour Monsieur Tout-le-Monde, on va la monter en 9,42. C'est la monte d'origine qu'il a envie, le propriétaire. Je vais lui monter des 10,46 pour compenser le fait qu'elles seront beaucoup plus molles. Pourquoi molles? Parce que je suis accordé un demi-ton en dessous. Le montage des cordes, je commence par la mi-aiguë afin de vérifier tous mes réglages, surtout l'action. Est-ce que l'action est bonne? Est-ce qu'il faut que je commence à corriger au niveau du chevalet? Ou est-ce que pire, il faut que je redémonte le manche? Ça arrive. Donc il y a une partie, ce sont au niveau des vis qui servent au niveau du radius. Donc toujours celle de mi-aiguë enfoncée à la limite, parce que c'est la corde qui sera la plus basse, sauf cas exceptionnel. On regarde, on mesure l'action en appuyant à la première fret. Est-ce que mon action est bonne ou est-ce qu'il faut que je corrige? Bah non, il n'y a pas de problème, mon action est bonne, la cale a été bien calculée. Ne vous inquiétez pas, hein, ça peut arriver de devoir corriger, de devoir compenser. Si vous commencez à vous arracher la tête, gardez votre calme, allez-y doucement. La mesure, on va la faire au réglé et on va l'affiner ensuite avec un jeu de jauge d'épaisseur. Et ensuite, on peut commencer à nettoyer la guitare. Nettoyer la guitare pas complète. Personnellement, je nettoie juste vraiment la partie qu'il y a entre les deux micros double bobinage. Je remets un petit coup sur la touche car on va monter toutes les cordes. Mais avant ça, c'est le dernier moment donc pour retrouver le bon gabarit du radius. Comme je vous l'ai dit aussi dans le livre, je vais vous expliquer, si vous n'avez pas de gabarit de radius, il y a d'autres solutions. Même moi, il y a une vingtaine d'années, j'en avais pas et j'utilisais la solution mise dans le livre. Ensuite, donc, on va effectuer le remontage des cordes. Ce n'est pas la peine de s'accorder, ce n'est pas la peine de les mettre vraiment sous une tension excessive. On les monte au fur et à mesure, on ne coupe pas le bout. Le montage des cordes, tous les réglages sont expliqués dans le livre. J'espère vraiment qu'il va sortir pour fin 2022 parce qu'il y a déjà du retard. Et ça sera beaucoup plus facile aussi pour vous expliquer en vidéo tout ce qui sera vraiment, voire même les pages et voire même pour vous donner des mesures, tout simplement le nombre de feuilles du livre car je serai sûr de l'épaisseur de chaque feuille. J'en profite aussi de ce moment de remontage pour vous dire, voilà, hein, vous avez l'habitude sur toutes les vidéos YouTube que vous pouvez voir, un commentaire, un abonnement, un like, et patati, et patala, machin. Non, franchement, c'est toujours sympa parce qu'on voit énormément de vues. Moi, j'ai des vidéos, alors je débute, qui sont déjà, je crois, aux alentours de 500 vues. Je ne sais pas si ça vous plaît, je ne sais pas si ça vous plaît pas. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez d'autres idées aussi, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir en vidéo. Donc, on a continué, on a réglé le radius, ça, on l'a déjà vu quand même, déjà sur la vidéo sur le SAT et sur d'autres vidéos. On va s'accorder et on va vérifier l'ensemble. Donc, j'avais déjà légèrement resserré le manche. On vérifie tout. On va enlever la cale et on va aussi vérifier les ressorts. Là, les ressorts, comme je me doutais un peu quand j'ai regardé la guitare que c'était vissé à fond, les trois ressorts, ils étaient soit fatigués, soit pas assez. J'ai décidé tout simplement d'en remettre deux, comme ça baisse aussi les frais de trois ressorts. Je me réaccorde, je regarde, est-ce que je pourrais enlever la cale, est-ce qu'il va être en bonne position, et afin d'avoir quelque chose d'optimum. Donc il ne faut surtout pas hésiter donc à se réaccorder, à désaccorder pour corriger certaines choses, à faire plusieurs fois les vérifications. Même quand on a fini, on reprend tout à zéro. La tige de réglage, l'action, le radius, on va corriger tout ce qu'il faut au fur et à mesure. On va faire le réglage aussi
de l'intonation. Vous pouvez retrouver tout cela dans le livre. L'intonation, je vous l'ai dit, elle se fait avec toutes les petites vis situées au fond. Ce n'est pas la peine vraiment d'y revenir parce que tout est expliqué donc, dans la vidéo sur le SAT. Je vous rappelle donc aussi encore une fois toujours mon livre. Toujours j'espère qu'il va sortir fin 2022. Donc ça, c'est diffusion, c'est pas moi. C'est le jeu, on va dire, quand on a un éditeur. Hein. J'aurais choisi, on va dire, de l'auto-édition. Il serait sorti beaucoup plus vite, mais très sérieusement, malgré tout le travail de réécriture, à chaque fois, c'est bénéfique et ça va vous faire vraiment un livre que j'espère sera beau, pour un prix quand même qui sera inférieur à 20 €, avec du papier glacé, des photos pro. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est un photographe professionnel. Et vraiment un ensemble très cohérent, très bien écrit, qui devrait répondre à vos questions. La guitare entièrement réglée, il va falloir revisser donc ces fameux vis de ponté. J'en ai déjà parlé sur la vidéo dédiée au SAT Pro, mais je me permets de le remettre dans celle-ci. C'est très important, mais le gros inconvénient, c'est qu'il faut tout redémonter. Et pourtant, si on veut profiter pleinement de ce type de chevalet vibrato, c'est important de le faire. Donc on redétend tous les cordes. On sait que pour retirer donc le vibrato, il faut dévisser une vis. On décale, très important le vibrato. On ne laisse pas la vis en contact avec le couteau puisqu'on bouffe le couteau inutilement. On sort le chevalet vibrato, on replaque bien complètement. Il ne faudra pas y revenir. Le radius doit être réglé au top. Et ensuite, on effectue le remontage. Et le remontage de la même manière, on décale le vibrato quand on va visser. La vis ne doit pas être en contact avec le couteau. Ensuite, on va effectuer le remontage complet, toujours la même chose, les ressorts. On va devoir donc régler aussi la tension des ressorts. On va devoir revérifier l'ensemble. On vérifie qu'il n'y ait pas de problème particulier. On s'accorde, on revérifie la courbure du manche et ainsi de suite. Si on a un doute, on coupe les cordes. On va faire le nettoyage de l'instrument. Et on va tout simplement la remettre dans sa housse pour la redonner au client qui, j'espère, sera content. En l'occurrence, c'était le cas. Il est ravi de sa seconde petite guitare. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne matinée ou une bonne après-midi. Le reste du nettoyage, on l'a déjà vu. Guitare nettoyée, on la remet dans la housse. Et au revoir.